quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Une chose est certaine, Paul Biya n'ira pas au village de sitôt puisqu'il a donné une équation mathématique, donc 7 moins 3 ou 4. En tout cas, chacun fera le calcul. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité dans une allure d'édition spéciale. Vous le savez, depuis quelques heures, Emmanuel Macron, le président français, séjourne au Cameroun. Eh bien, après son tête-à-tête avec le président Paul Biya, au cours duquel toutes les questions cruciales ont été abordées et le point des relations bilatérales entre les deux pays également. Eh bien, pas de questions taboues et surtout cette conférence de presse qui était très riche en questions mais aussi en réponses. On y reviendra dans quelques instants, mais pour l'heure, je vous salue et on se retrouve après ceci. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue donc à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous le savez, nous parlons du séjour français, du séjour du président français Emmanuel Macron à Yaoundé au Cameroun, séjour qui s'achève d'ailleurs dans quelques heures. Eh bien, la question que l'on vous pose, à vous téléspectateurs, que retenez-vous de ce séjour? Quels sont les grands moments qui vous ont marqué? Le Cameroun a-t-il tiré son épingle du jeu? De toutes les façons, on en parle aussi avec nos invités sur le plateau. Parmi nous, le consultant permanent de cette émission, Jonathan Batenguini. Bonsoir, Dio. Bonsoir, Mohamed Bachir Ladan. Bonsoir à notre éminent copanéliste. Bonsoir à toute l'Afrique, tous les panafricanistes. Vraiment, c'est parce que nous sommes un peu émus par la situation historique que nous vivons depuis quelques années en Afrique. Bonsoir à tous les techniciens qui sont à pied d'œuvre, qui sont encore en train de régler les images pour que nous ayons une meilleure qualité. Bonsoir à la direction générale, aux autorités du Cameroun, mais surtout aux forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Mais surtout, qui sont en train de prouver que le système de défense camerounais est l'un des tout meilleurs désormais dans le monde, parce que c'est ce système-là qui assure la sécurité de M. Macron sur les terres camerounaises. On y reviendra d'ailleurs. Merci en tout cas Jonathan Batenguini. Vous l'avez dit, notre illustre invité. Oui, il est illustre parce qu'il comprend mieux le langage de la communication que nous. On l'invite sur ce plateau sous sa casquette d'expert en stratégie de communication. Et la communication, il y en a eu beaucoup, mais alors beaucoup durant cette visite du président Emmanuel Macron à Yaoundé. Que ce soit au niveau de la forme ou du fond, on en parlera. Il s'agit de Dr Dalvaris Ngoudjou qui est avec nous. Bonsoir Dr Ngoudjou. Bonsoir Bachir, bonsoir à mon ami et frère Jonathan Batenguini, bonsoir aux nombreux millions de téléspectateurs de la chaîne For You Media et merci de m'avoir invité sur cette thématique qui est un peu plus singulière. Car comme nous savons, les relations entre le Cameroun et la France ont toujours été sujets à beaucoup de supputations, de dits et de non-dits. Et quand il y a l'occasion comme celui-ci, que deux leaders de ces deux différentes nations se rencontrent à tête, sans personne intermédiaire, ça donne toujours l'occasion de pouvoir s'exprimer, car d'une manière directe ou indirecte, comme je l'ai toujours dit, et comme nous l'avons toujours dit, beaucoup de panafricanistes ne sont pas anti-français, mais beaucoup ne sont pas pour la politique implémentée par certaines politiques françaises sur le continent africain. On aimerait une relation gagnant-gagnant, une relation d'égal à égal pour le développement de nos deux nations. Mais c'est quand une autre se sent spoliée de ses ressources, se sent martyrisée, qu'il y a parfois des élévations de voix. Voilà, donc merci en tout cas de signer votre présence comme vous l'avez si bien fait. C'est vrai qu'on aurait aimé entrer par un élément proposé par la rédaction centrale de For You. Ça viendra au cours de cette émission. Pendant ce temps...
Voilà, on m'a dit, ça vient juste dans une petite minute, ça vient. Et pendant ce temps, Jonathan Batengene, je voudrais quand même commencer par vous, très cher Joe. Je vous ai vu très actif sur toutes les plateformes hein, depuis hier soir, après notre émission ici. Alors, des échanges parfois un peu houleux avec certains de nos compatriotes, mais ça peut aussi se comprendre, c'est aussi ça la beauté des échanges intellectuels. Alors, de l'aéroport de Nsimalin au palais d'études, bien sûr, en passant par l'hôtel Hilton, où séjournait d'ailleurs le président Emmanuel Macron, beaucoup de choses se sont dites, ont été faites. Qu'est-ce qu'on retient? D'abord, il y a la lecture, l'arrivée du président Macron à 22 heures. Hier, le 27, le 28, il arrive à 22 heures. On a dans son... 22 heures passées, il faut bien le dire, parce que l'avion a eu 43 minutes de retard. Le 25, finalement, même le 25, hier, il arrive à 22 heures. Et quand il arrive, il a une foule qui a été réunie par les mécanismes, on sait bien, les mécanismes bien maîtrisés par le RDPC et tous les cadres du RDPC. D'ailleurs, les mobilisateurs s'étaient mis à contribution. Et on sait que ça passe, il faut le dire, malheureusement, par des actes peu louables, parce que ces personnes sont parfois mobilisées parmi les étudiants avec un coût dérisoire, 2 000 francs, 3 500 et 10 000 pour les groupes de danse. Donc, ces groupes étaient réunis parce qu'il fallait aussi montrer à l'invité de marque que le président Biya tient à l'hospitalité. Du point de vue diplomatique, c'est très important. Quoique la réciproque ne soit pas forcément la règle. Quand on regarde ces dernières années, les déplacements du président Biya, ça avait d'ailleurs surpris beaucoup d'analystes qui disaient, mais dans un cadre où il fallait pratiquer la réciprocité, la fois dernière, c'est l'ambassadeur du Cameroun à Paris qui a carrément venu accueillir le président Biya. Pourquoi il n'a pas laissé simplement l'ambassadeur de France venir également accueillir son homologue? Ça n'a pas été le cas. Le président Biya a voulu dans les usages, parce qu'il est certainement de la vieille école, il a voulu, pas dans les usages, rester dans les canons diplomatiques, réserver un accueil chaleureux à son hôte et lui montrer que le Cameroun était aussi une terre hospitalière. Seulement, l'hospitalité ne voulait pas dire relâcher sur les dossiers importants. C'est-à-dire, on peut s'être habillé la forme dans la visite, mais dans le fond, on reste avec des éléments durs sur lesquels le président Biya semble ne pas lâcher du lest. Il faut préciser à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, dans l'architecture hiérarchique au niveau du Cameroun, le Premier ministre est la 4e personnalité. Tout à fait. Oui. Le président qui envoie le Premier ministre, il est aussi le chef du gouvernement. Donc, il y a le fait qu'il est le meilleur représentant de l'exécutif lorsque le président n'est pas là. Donc, le président se fait remplacer par son second au niveau de l'exécutif. Et c'est ce dernier qui va accueillir le président Macron. Mais seulement, ce n'est pas là l'élément majeur, s'il faut regarder. Je crois qu'au niveau interne, il y a une lecture tout à fait appréciable du point de vue des intérêts de chacun. Sauf que le président va garder le meilleur, les éléments de fond pour la visite elle-même le 26. Et le 26, tout va être très symbolique. Le président Macron, quand il descend de la voiture, du véhicule, vous allez voir, il prend tout son temps. D'abord, il se réfère à son garde du corps, qui doit être lui aussi français, sur sa tenue vestimentaire, qu'il ajuste, il prend son temps pour l'ajuster. Et quand il amorce les marches, il amorce avec une pleine confiance. On a l'impression que le message qu'il veut passer, c'est que les dossiers importants qu'il va traiter, il est venu pour les résoudre définitivement. Il est venu carrément mettre les points sur les i. C'est la démarche qu'il adopte quand il aborde les marches du palais d'Etoudi. Et plus haut, on a le président Biya qui reste serein, qui regarde avec joie, du moins avec sourire, son hôte qui monte et qui l'accueille, mais il l'accueille avec une salutation que lorsque vous entrez dans l'anthropologie africaine, vous comprenez son sens. Parce que lorsqu'un patriarche vous tient les deux mains et vous parle, d'abord vous donne l'accolade, une légère accolade, puis tient vos deux mains et vous parle en gardant la distance et vous secoue les deux mains, c'est un autre message qu'il vous passe.
du point de vue de l'anthropologie africaine, ce message est un message qui vous incite à revenir à de meilleurs sentiments. C'est-à-dire que le président Biya, déjà d'entrée de jeu, communiquait à son hôte du point de vue anthropologique pour lui rappeler que désormais, il est quand même sur les terres d'un Bantou et que ce dernier gagnerait à adopter une posture beaucoup moins confiante. Oui. On a vu que les échanges, le format qui nous avait été proposé, quand vous regardez le temps qui était alloué aux échanges, on annonçait entre 12h10 et 13h, donc 50 minutes d'échange. Oui. On est passé à 90 minutes d'échange. Les échanges se sont véritablement arrêtés autour de 14h30. C'est là où, de 14h10, c'est là où les deux chefs d'État se sont présentés pour la conférence de presse. Donc, le président Macron a, au-delà de simplement discuter des questions qu'il croyait qu'il allait résoudre en très peu de temps, il a dû affronter une certaine résistance du président Biya. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensaient, c'était effectivement, les gens croyaient que ça allait être résolu très vite, mais là, il a dû essuyer un ensemble de résistances. Le timing ensuite de la conférence de presse nous a montré que sur les éléments dus, effectivement, il y avait beaucoup de zones de désaccord. Très bien. Merci pour cette première lecture. Alors, Dr Ngudjou, avant de vous passer la parole, je voudrais donc qu'on aille prendre cet élément que nous propose la rédaction centrale de Foyo Média sous la plume de Ngale Ebokea. Au cours de la visite de Macron au Cameroun, qui vise à renouer les liens entre la France et son ancienne colonie, il s'est tenu le 26 juillet 2022 au Palais de l'Unité, une conférence débat sur plusieurs sujets. Face à la crise anglophone, la France propose une solution basée sur la régionalisation, le dialogue et la réconciliation pour désamorcer le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Je demeure en effet convaincu, je l'ai dit au président, que la régionalisation constitue une réponse à la grave crise qui continue d'affecter le pays dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que c'est par ce processus politique, de dialogue, de réforme, d'avancée, de conciliation, qu'une solution durable pourra être trouvée. Parlant de la colonisation, le chef de l'État français a demandé aux historiens de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance de ce pays, annonçant l'ouverture en totalité des archives françaises sur des moments douloureux et tragiques. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Et je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé sur des situations individuelles, sur des épisodes que vous évoquiez et pour qualifier très précisément les choses, c'est-à-dire l'implication de la France, le rôle aussi des autorités camerounaises de l'époque, avant, après indépendance, dans un contexte où les choses sont sans doute plus complexes et mêlées que vous ne l'avez dit. Le président Biya, de son côté, sur la question de briguer un prochain mandat, a tout simplement répondu que le Cameroun est dirigé par une constitution à laquelle il s'en tient. Vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera su. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste
ou si je m'en vais au village. Voilà, merci à la rédaction centrale de Foyo Média. Docteur Ngodjo, après avoir écouté ceci et peut-être d'autres éléments que vous avez que nous n'avons pas, quelle est votre lecture? Ma première lecture, c'est que la visite a été très bien organisée. Du point de vue de l'enthousiasme des populations, c'est vrai que beaucoup sont motivés, entre guillemets, pour pouvoir être là. Mais j'ai pu remarquer, d'abord au niveau de l'aéroport, que le protocole d'État a été dépassé, notamment M. Bikele, parce que quand le Premier ministre Dion Ngouté est en train de s'exprimer avec le président français, ils sont en plein en conversation. Vous savez, ce sont des conversations préliminaires qui, généralement, là, dans les premiers temps, on aborde comment le vol s'est passé. Généralement, que ce soit avec le Premier ministre ou avec le président de la République, on aborde les questions qui sont d'actualité. Ça peut être l'Ukraine, ça peut être n'importe quoi. Ce sont des petites amuse-gueules avant de rentrer dans les choses sérieuses. Le président Macron et le Premier ministre étaient très bien introduits dans la conversation. Monsieur Biquet, le chef du protocole, est venu leur dire qu'il était temps de partir. Et ce qui a quand même retenu mon attention, c'est que le président Macron, c'est vrai, ils se sont levés, mais il n'est pas parti dans le véhicule. Je crois qu'ils ont mis en difficulté les éléments de la sécurité présidentielle parce qu'il s'est dirigé vers la foule pour faire un bain de foule, vers les populations qui étaient en train de chanter, qui étaient en train de danser. Ce n'était pas prévu dans le protocole. Quand ce n'est pas prévu dans le protocole, ça veut dire que les dispositions sécuritaires ne sont pas prévues dans ce sens-là. En ce moment, surtout que ils sont arrivés tard dans la nuit. Donc, dans la nuit, c'est un peu plus difficile d'assurer une sécurité que dans la journée. Mais dans tous les cas, les dispositions ont été prises et le président Macron a retrouvé ses quartiers au Hilton Hotel. Et pour aujourd'hui, quand même, on a pu remarquer que tout était réglé. Le président Biya était là, avec pratiquement tout son staff, notamment ses collaborateurs. Et le président Macron est arrivé aussi avec son staff. Nous pensons que directement, les deux personnalités sont passées aux choses sérieuses. D'autant plus que c'était prévu. La conversation du tête-à-tête, premièrement, c'était en huis clos, total. Tout à fait. Oui, et surtout, dans le document, c'était prévu pour 1 heure de temps. Et on a remarqué qu'ils ont fait plus d'1h45 pratiquement. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de sujets probablement sur lesquels les points de vue peuvent ne pas être convergents. Certains sur lesquels il fallait pousser l'approfondissement un peu plus loin pour avoir je sais pas quoi, une synthèse digne de ce nom. Et justement, comme tout le monde a pu remarquer lors de la conférence de presse, le président Biya ne s'est pas départi de la personnalité énigmatique qu'il est. Parce qu'il faut bien souligner, tout à l'heure, mon frère Jonathan a regardé l'aspect où quand il accueille le président Macron, il lui saillit des mains. Vous savez, en socio-anthropologie sur le continent africain, globalement, quand vous tenez les mains d'une personne, c'est pour l'initier, c'est pour lui apprendre. C'est quoi quand les enfants sont petits, quand les enfants commencent à ramper, on arrête la main pour apprendre à l'enfant à marcher, pour apprendre l'enfant à effectuer son premier pas. Et l'image était toute symbolique, d'autant plus que quand on regarde les deux personnalités, on a vraiment l'impression qu'on a une personne, un papa avec son fils, même pas son premier fils, même pas son deuxième fils, puisque le premier fils du chef de l'État est de très loin, extrêmement âgé par rapport au président Macron. Donc, pour dire qu'en réalité, et je crois que c'est ça puissant, il faut bien quand même le souligner, le président Biya est l'un des chefs d'État les plus âgés, sinon c'est le chef d'État le plus âgé de la planète actuellement, et c'est un des chefs d'État qui a le plus d'expérience avec le président Obiang. En réalité, il a connu une tonne de présidents américains, 40 ans quand même déjà, et si vous avez connu une tonne de présidents français pendant beaucoup d'années, parce qu'il faut bien comprendre qu'en réalité, il y a des 40 années en tant que président, mais avant cela, il y a quand même plusieurs dizaines d'années en tant que premier ministre. Ça veut dire que le président Biya, il fait pratiquement 50, 60 ans, où il rencontre les hauts dirigeants français. Et quand vous rencontrez les hauts dirigeants français pendant 50 ou 60 années de votre vie, vous êtes un monument, vous êtes une archive
vivante, même pour les Français. Parce qu'en réalité, vous avez une expérience de beaucoup de choses dont les dirigeants français actuels vivants n'en ont pas. Et en ce moment-là, et j'ai vraiment apprécié, hein, puisque si vous avez bien remarqué, j'ai apprécié puisque le caractère jovial du président Macron, parce qu'en fait, il faut bien remarquer que l'ambiance était beaucoup plus détendue qu'avec le président Hollande. Oui. Il y a de cela quelques années, quand il était arrivé à Yaoundé. Et jusque-là, il y avait quand même cette humilité, même si c'était peut-être une humilité de façade, mais il y avait une certaine humilité qui était extrêmement différente. La diplomatie, quand même, a sa part d'hypocrisie. Exact. Qui était quand même respectée. Puisque nous remarquons que dans le cas d'espèce, lui, il va partir très tard, donc demain matin, mais Hollande venait la nuit pour rentrer la nuit. C'était pratiquement une insulte à l'État camerounais. Donc il n'a même pas fait 24 heures au Cameroun. C'était tout différent pour le président Macron. Il passe 4 jours sur le continent africain, dont un peu plus de 2 au Cameroun. Il y a quand même un certain respect qui a été accordé à la personnalité. Alors pourquoi ce respect? Est-ce que ça nous ramène dans le fond? Oui, ça nous ramène dans le fond. Premièrement, il y a l'expérience de la personnalité d'en face, de l'interlocuteur d'en face. Il y a le poids économique, pas seulement dans la sous-région, comme on entend parfois le dire, mais sur le continent africain. Parce que si une personne comme le président Kadhafi très discrètement s'échangeait de manière très intense avec le président Biya, si une personnalité comme le président décédé aujourd'hui sud-africain Nelson Mandela s'entretenait beaucoup avec le président Biya, c'est-à-dire quelque part c'est une personne qui a du vécu. Si une personnalité comme la reine d'Angleterre actuelle s'entretient, vous savez, ça passe inaperçu, mais le thé que la reine boit tous les jours sur sa table vient du Cameroun, notamment du nord-ouest, tenant compte de la particularité des terres volcaniques dans ces régions et de l'ouest et du nord-ouest. Il y a une certaine proximité. Quand vous avez ce type de proximité-là, en fait, on tient compte de votre point de vue. Et c'est même la raison, à mon avis, pour laquelle le président Macron, quand il prend la parole, non seulement les thématiques qu'ils ont abordées sont sur les thématiques camerounaises, mais il fait allusion au Mali. Il fait allusion à la Centrafrique, qui sont les nations de l'Interland, dont une bonne partie... Mais pourquoi ce parallèle, justement? On sait que ces pays sont dans une configuration très différente de celle du Cameroun. Oui, différent, mais il y a beaucoup de points communs. Prenons le cas du Mali, vous savez, les citoyens camerounais sont assimilés aux citoyens maliens. En d'autres termes, dans la pratique, un Malien est comme un Camerounais. Et ce sont des accords qui sont entre les nations depuis beaucoup. Et le Cameroun estime, et je pense quelque part, le Cameroun inspire le Mali. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Il y a à peine quelques jours, vous n'étiez pas ici, vous étiez au Mali. Une bonne partie, vous savez remarquer dans l'expression du président Macron, c'est qu'une bonne partie des points de vue, ce qu'il a appelé la propagande russe, est soutenue par des médias au Cameroun, même s'il n'a pas voulu citer les médias. Exact. On ne peut pas nier cela. Pour le cas de la RCA, jusqu'à un journal, un magazine qui est proche du Quai d'Orsay a fait jusqu'à dire que le président Touadéra est entouré par des experts camerounais. Et donc je vais dire ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Je vais dire donc c'est quoi vous dites pourquoi? Pour dire qu'en réalité pour eux, même si certaines personnes, pour eux, ils savent que le Cameroun a une certaine influence. Si nous parlons, très bien. Si nous regardons juste au niveau de la RCA, si nous regardons au niveau du Mali, je n'ai pas besoin de parler au niveau de l'intelligentsia ici en Guinée équatoriale. Et très simultanément, le président Macron se fait télescoper par Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui n'est juste qu'ici à côté. Et comme aujourd'hui en Ouganda. Aujourd'hui en Ouganda, ensuite il sera en Éthiopie. Pratiquement tout au long de la conversation, tout au long des échanges du président Macron lors de c'était un point de presse, juste, c'était pas une conférence de presse, on se rend compte que il tient compte, parce que quand il dit quelque part, au niveau de la fameuse question, c'est lui qui répète la question. Il dit je me fais votre ambassadeur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Même si c'est dans les blagues, quelque part, monsieur le président, je porte la parole pour ceci ou cela. Donc en fait, quelque part, le président Biya, c'est une certaine... Mais cela a été pourtant apprécié par les détracteurs de monsieur Biya, quand même comme une certaine
comment dire ça, on a lié cela à son état de santé. Non. Des gens peuvent lier, vous savez, premièrement... Justement parce que vraiment, je voulais avoir l'avis du stratège en communication. Je décris un tout petit peu la scène. Amélie Tulette de RFI, elle pose la question. En engageant sa question, elle dit « J'espère que vous m'écoutez ». Alors que précédemment, il y a une question qui avait été posée au président Emmanuel Macron, sans qu'on ne lui demande cela. Et donc, il y avait comme une sorte de provocation. En tout cas, je demande cela au stratège. Moi, je pense, la première chose, c'est que d'abord, prendre l'âge, c'est une chance. Oui. Pas au Cameroun, partout. Vous et moi, nous prions d'avoir l'âge du président Paul Biya. Oui. Et peut-être même si on n'a pas beaucoup de chance. Et vous et moi, tu sais, relativement, moi, ça fait presque 20 ans que je mets les lunettes. Vous êtes là déjà. Mais le président Paul Biya continue à faire une conférence de presse sans avoir besoin de ces lunettes. Ça ne coupe pas les rues. Je veux dire, quand on est face à une personne comme celle-là, on respecte d'abord son âge. Mais maintenant, comme vous l'avez bien souligné, la jeunesse de RFI est rentrée dans la provocation. Elle dit, j'espère que vous m'écoutez. Ça veut dire quoi, écouter? Écouter, c'est pas entendre. Il y a une différence. Écouter, c'est prêter attention. Mais vous ne pouvez pas avoir deux chefs d'État sur deux pupitres en train de vous regarder et vous leur dites qu'ils vous écoutent. Ça va vous donner l'impression qu'ils sont distraits. Ils ne sont pas distraits puisqu'ils sont en train de vous écouter. Et tout le temps que les gars ont posé des questions à Emmanuel Macron, personne n'a essayé de le provoquer. Maintenant, c'est vrai, quand on en va sur cet aspect-là, premièrement, pour susciter une certaine inattention peut-être du président, mais à côté de cela, souligner peut-être du fait que de son âge, il n'écouterait plus, il n'entendrait plus. Et le président aussi joue à la sourde oreille, justement. Mais surtout, le président joue à la sourde oreille. Moi, de mon point de vue, moi, je pense que le président joue à la sourde oreille. Mais le temps de jouer à la sourde oreille, ça lui a aussi permis de concevoir une réponse adéquate. Il peut répondre. Vous savez, en tout cas, c'est très stratégique. Oui, exact. La réponse est énigmatique. C'est une énigme. Parce que les énigmes, on n'a pas la réponse. Mais vous voyez là, la réponse. Il vous dit, essayez de faire un simple soustrait, vous allez avoir la réponse à votre question. Il pouvait dire non, je vais me présenter ou pas, ou j'ai 2 ans ou pas. Il dit faites de la soustraction. Voici ce que notre constitution dit. Faites la soustraction de 7 moins 3 ou moins 4, vous allez savoir. Et la personne, vous avez remarqué bien, moi j'ai remarqué la mine de beaucoup de jeunes français. La mine était presque détruite. Parce qu'en réalité, vous savez, c'est toujours la question qui revient tout le temps quand ils sont en Afrique, etc. Mais vous ne verrez jamais. On n'a jamais posé cette question à Angela Merkel avant qu'elle parte. Jamais. Ok, alors peut-être sur... je voudrais qu'on rebondisse quand même sur la sortie de Dr Ngudjo. Comment est-ce que vous avez apprécié cette façon de poser en tout cas la question au président Biya, de la journaliste de RFI, mais surtout la réponse, sa manière de répondre. Est-ce que ça donne raison à ceux qui pensent que M. Biya aurait des problèmes auditifs, etc., liés à son âge, à sa santé? Non, il y a un élément. Je prendrai, je ne suis pas le spécialiste de la communication ici, je ne vais pas usurper cette fonction, mais il y a dans l'art oratoire et dans le principe du débat contradictoire, il y a un principe, lorsque vous avez une question qui est embarrassante, ou que l'un des intervenants vous titille avec une question embarrassante, dans l'art oratoire, on conseille de demander, au lieu de répondre avec fougue, de demander à l'interlocuteur de préciser sa question. Et demander de préciser la question passe par plusieurs tournures. L'une des tournures qui est souvent préconisée, c'est « je ne vous ai pas bien suivi ». Je crois que si vous repassez la bande, vous allez voir que le président Paul Biya va utiliser cette formule à une des reprises. L'autre formule, c'est de demander à la personne de se répéter pour préciser sa question. Et le président Paul Biya, chaque fois, il a demandé que la dame s'exprime. Mais dans la première prise de parole, comme disait le docteur Davaris, il répond à une provocation. Parce que c'est la journaliste quand même qui sous-entend que le président aurait des problèmes auditifs. Elle dit, j'espère que vous m'entendez. Donc, elle présuppose, elle présume qu'il a des problèmes auditifs. Et lui, pour ironiser, joue le jeu. Mais veut l'amener à comprendre que il n'est pas question ici d'une personne bien portante et une personne mal portante. Vous avez affaire à des individus bien constitués et moi, en tant que chef d'État, je vous comprends très bien. Sauf que vous présupposez, et je vais vous confirmer votre présupposé, sans toutefois continuer à vous donner l'impression
que vous avez le droit de le faire innocemment. Le président l'a carrément sanctionné durant la conférence de presse, mais avec élégance, parce que vous savez aussi, c'est un féru, c'est une mémoire diplomatique mondiale. Donc, il connaît ce que c'est que l'élégance diplomatique. Il connaît les usages d'hospitalité que l'on doit à des hôtes. Et il l'a fait en sanctionnant sans se montrer dur vis-à-vis de cette journaliste. Je crois que finalement, elle a compris. On va voir qu'il va répéter le jeu lorsqu'on va lui poser, on va lui demander de s'exprimer sur la question de la Russie. Et ça nous amenait dans les débats de fond. Oui. Alors, dans les débats de fond, on va voir que le président Paul Biya va utiliser maintenant toute la palette d'arguments qu'il avait dans sa gibecière. Il avait la mimique, il avait, parce que la gestuelle, la communication est aussi une affaire gestuelle. Donc, il a utilisé la communication gestuelle, il utilise toute la palette d'arguments, c'est vraiment un homme politique accompli. Il utilise la gestuelle pour casser la dynamique de ceux qui venaient à tout prix l'exposer ou bien le présenter comme étant un délinquant ou comme un président qui était dans une posture très peu recommandable. Il va utiliser sur l'argument de la Russie. Pendant que la dame veut à tout prix qu'il s'exprime sur la Russie, il va tout faire d'abord pour que dans l'engouement qu'elle avait développé, elle se ressaisisse. Il lui demande plusieurs fois de répéter la question. Et comme si ça ne suffisait pas, lorsque la dame se rend compte qu'effectivement, il ne veut pas répondre à la première question, elle passe à sa question suivante qui portait sur la famine et la question de l'approvisionnement en céréales. Et c'est le président Macron qui, ayant noté qu'elle s'était fatiguée de poser la première, va renchérir en disant non, à la première question, voilà ce qui était. Ceci a permis aussi au président Biya de déceler les complicités qui s'étaient liées. Ça veut dire que les chevaux de journalistes qui s'étaient constitués devant le président Biya étaient effectivement dans l'arsenal diplomatique que le président Macron avait mobilisé pour venir déballer un certain nombre d'arguments au Cameroun. Et le président Biya, rien qu'avec cette astuce, a permis à tout le peuple, à tous les observateurs de comprendre que voilà, nous n'avons pas qu'à faire avec le président Macron, nous avons et le président Macron et les ministres qui sont là et ces journalistes qui sont effectivement en mission commandée. Et c'est très bien, parce que quand vous regardez la nature de ces journalistes, nous avons longtemps dit que c'était des journalistes du Quai d'Orsay, que c'était des gens qui étaient dans la continuité diplomatique de leurs États. Vous avez vu que les questions qu'ils posaient étaient effectivement les questions que se pose la diplomatie française sur l'Afrique. Pourquoi? Macron a même utilisé un mot pour qualifier la posture africaine vis-à-vis de l'Ukraine. Il parle d'hypocrisie. Le mot est grave. Oui. En langue bantoue. Oui, il a dit sur le continent africain, nous observons une certaine hypocrisie sur la question russe. Vous comprenez le fond. Sur les questions de fond. Le président Biya, lui, il a simplement rappelé au président Macron et à sa suite que le Cameroun est dans une tradition diplomatique qui désormais lui est propre. Et cette tradition diplomatique l'engage avec plusieurs partenaires et qu'il est dans la diversification de ses partenaires et que lorsqu'un accord arrive à expiration, si le pays trouve opportun, le pays n'a pas à tenir compte de la conjoncture internationale, le pays vient renouveler ses accords. C'est aussi l'affirmation d'un non-alignement, mais aussi d'une souveraineté et d'une indépendance en matière de relations internationales. Ceux qui ont suivi la conférence de presse ne se rendent peut-être pas compte. Le président Paul Biya venait dire au président Macron que notre posture sur le plan international ne dépend ni de la Russie, ni de la France. Nous avons un agenda spécifique que nous suivons. Et c'est cet agenda qui a été dépalé dans le cadre du renouvellement. Le président Biya, pendant cette visite, si au début, il a utilisé le velours, c'est-à-dire il a mis sa main de fer dans ce gant de velours, si au début on avait vu le velours, pendant la conférence de presse, on a eu droit à la main de fer, qui a pris Emmanuel Macron et toute sa suite en tenaille. Regardez la mimique, parce qu'il faut observer la mimique de l'ambassadeur
vers la fin de la conférence de presse, il a la tête dans le ciel et il la secoue en termes de regret. Il ne la secoue pas en termes de jubilation, il la secoue en termes de regret. Parce qu'il voit le président Biya, un, qui refuse de condamner la Russie, deux, qui refuse d'isoler la Russie, et trois, qui tourne en bourrique toute la classe médiatique française qui s'était constituée pour la circonstance. C'est une réussite du point de vue diplomatique, et ça ressemble un peu à ce que les Maliens sont en train de faire à la France, c'est-à-dire sans utiliser trop de violence, parce que quand on regarde le comportement, la posture que tous les Africains avaient, c'était fallait pas recevoir M. Macron, fallait pas recevoir. Mais là, on a vu que les Africains, c'est les Maliens qui nous l'avaient déjà montré, on peut très bien humilier la France sans pour autant se montrer violent comme les Français. Et quand vous parlez de Maliens, il y en a un avec qui nous sommes presque tout le temps, c'est le général Issa Diawara. Il nous a rejoint par Zoom. Il aimerait quand même dire un mot sur cette thématique. Issa Diawara, merci d'être avec nous. Bien le bonsoir, nous vous passons la parole. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié, ou plutôt qu'est-ce que vous retenez de cette visite de Emmanuel Macron à Yaoundé, visite annoncée en grande pompe? Finalement, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Bonsoir à vous qui est au plateau et à tous vos techniciens. Rapidement, pour dire ce que moi je retiens de cette tournée, comprenez que c'est d'abord une tournée initiée en réponse de la tournée de l'offensive diplomatique de la Russie en Afrique et un peu partout. Vous avez vu M. Joe Biden qui est en Asie, parce que n'oubliez pas, à l'orée de la colonisation, les États-Unis, l'Europe se sont partagés un peu le monde. De quelle façon? Vous avez les États-Unis qui interviennent beaucoup plus dans la partie asiatique, dans ce qu'ils appellent Moyen-Orient, Proche-Orient. Et de l'autre côté, en Afrique, vous avez plutôt beaucoup plus les bases militaires de la France. Donc ces gens-là se sont appropriés le reste du monde qui détient la plus grande majeure partie des ressources naturelles, des matières premières, pour faire fonctionner leurs industries, leurs entreprises. Maintenant, la France, puisque les tâches se sont réparties, la France est très en difficulté en Afrique aujourd'hui. Et d'ailleurs, la visite de M. Sergei Lavrov au Congo-Brazzaville, dans ce qu'ils appellent les précarés français, en dit long. Qu'est-ce que la France pouvait faire? Il faut tenter quelque chose du côté du Cameroun, bien sûr du côté du Bénin et ainsi de suite. Donc la France, bien sûr, vient essayer de se refaire la santé, essayer d'évaluer. La France sait déjà que l'Europe est en difficulté. Ce n'est pas gratuit que la France fait appel à l'Allemagne, à l'Angleterre, pour l'appuyer sur les dossiers africains. Donc, comment prendre un peu le pouls, prendre la température des anciens alliés, notamment il faut commencer par le Cameroun et ensuite atterrir vers le Bénin, dans un pays peut-être qui est en train de changer du jour au lendemain. Donc, d'abord, c'est faire la santé, se renseigner et ensuite essayer en tout cas de voir comment se relancer. Mais à lire le visage de M. Macron, les choses ne sont pas passées telles que prévues. Je comprends qu'il se sent un peu isolé. C'est pourquoi d'ailleurs, une question que le président du Cameroun dit avoir esquivé dans leur tête-à-tête, notamment la question de la Russie, M. Macron s'est fait le luxe d'en parler tout seul. Donc ça comprend qu'il n'est pas, ça se voit qu'il n'est pas satisfait et qu'il n'est pas comblé, que les objectifs ne sont pas atteints. Et je pense même du côté du Bénin, et la déception risque d'être beaucoup plus grande pour les Français autres, qui doivent simplement comprendre que l'Afrique est en train de se réveiller, que le propriétaire de la chose est en train de se réveiller. Nous avons besoin aussi, en tout cas, de vivre, de survivre. Nous disons maintenant, ça suffit le monde, nous avons besoin de ce qui nous appartient. Ils oublient, peut-être que l'Europe n'a pas intégré une chose, c'est que les Africains aussi ont d'autres ambitions dorénavant. Et puis, les Africains, la nouvelle génération n'est pas prête à se laisser faire. C'est de cela qu'il est question. Je pense que l'Occident a des logiciels qui sont en retard par rapport à l'éveil des Africains, tant sur les réseaux sociaux, tant sur les médias, un peu partout dans les faits, dans les gestes, même les armées africaines, dans la coopération avec la Russie. Donc l'Europe n'a pas vu ça venir, l'Europe n'a pas anticipé. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de courir derrière le temps, essayer de se rattraper, mais ils sont rattrapés plutôt par leur passé. Parce que dire d'un peuple qui vous a longtemps esclavagisé, d'un peuple qui vous a longtemps colonisé pour s'enrichir? Si l'Occident est riche, c'est bien sûr parce que nous,
on nous a appauvris. Et quand nous deviendrons riches, l'Occident va s'appauvrir. C'est de cela qu'il est question. Si l'Occident a des industries, des usines qui fonctionnent, c'est parce que nous leur livrons nos matières premières. Si nous se sommes de livrer ces matières premières et que nous les transformons sur place, l'Occident ne sera plus une puissance industrielle. Puisque avant que l'Occident ne rencontre l'Afrique, l'Occident n'était que pauvre. L'Égypte était plus riche que l'Occident. Et après que l'Afrique va se débarrasser de l'Occident, l'Occident deviendra pauvre. C'est de cela qu'il est question. Macron est livré dans une bataille de survie. Et même les journalistes français là-bas, ça se lisait sur leur visage. Donc le corps parle, le corps humain parle, les faits et gestes, on peut les interpréter. Ils sont en difficulté, c'est de cela qu'il est question. Est-ce qu'ils vont réussir à renverser, à remonter, à prolonger un tout petit peu leur durée de vie, leur espérance de vie? Je ne crois pas beaucoup. Tant le réveil de l'Afrique est très brutal. Merci. Merci Sadia Ouara pour cette contribution. Alors, docteur Ngoudiou, je reviens à vous avant d'aller vers nos téléspectateurs qui veulent réagir, ils veulent donner leur avis sur cette thématique du jour. Le Cameroun, il faut bien le dire, sur la guerre en Ukraine, M. Paul Biya a un tout peu botté en touche quand même cette question, je ne sais pas, c'est une impression, on a eu l'impression qu'il est resté sur la diplomatie camerounaise elle-même, celle de la non-ingérence dans ces affaires-là. Et donc, il n'a pas voulu condamner la Russie telle qu'aurait quand même souhaité le président Macron. Premièrement, je dirais que le président Biya est resté, comme dans beaucoup de questions diplomatiques, tiède. C'est-à-dire, c'est très difficile de connaître sa position interne. Mais quand même, notons que la position du président Biya, à mon avis, est très proche à la position du Cameroun officiel depuis un certain nombre de temps sur ces questions russo-ukrainiennes. Mais au-delà, quand même, c'est la position partagée par la plupart des Africains, même de l'Union africaine. Vous avez vu, il y a cela quelques semaines, quand le président Zelensky a décidé qu'il devait s'exprimer face aux leaders sur le continent africain, il y avait combien de chefs d'État? Sur 54 nations, il n'y avait que 4 personnes. Il n'y avait que 4 personnes, qui montrent qu'en réalité, la plupart des Africains ne se sentent pas concernés. D'abord, sur au moins deux éléments qui tiennent à cœur au Cameroun. Il y a une situation plus ou moins similaire d'un État souverain attaqué par les nations comme l'OTAN, en tête desquelles les États-Unis, dont celui-même qui était le grand bouclier détenteur de l'épée, c'était la France, en l'occurrence la Libye. Qui en Europe a condamné alors que c'était une attaque contre un territoire? Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces gens ont été jugés? Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que le Cameroun s'était investi de manière secrète avec le colonel Kadhafi pour les investissements financiers pour le Fonds monétaire africain. Vous savez, un ami qui n'est plus là, à l'époque, il travaillait à la présidence, il me disait, parce que le président, il est réputé il est toujours serein. Une grande peut éclater là près de lui, il ne bouge pas. Il dit que le président a crié. Parce que quand il a vu la main dont on a traîné Kadhafi, il pouvait tout faire, mais pas le traiter de là. Parce qu'il avait une amitié très proche à Kadhafi. Quand vous avez des cas comme ça, où on a vécu, on est touché, où le site pour le Fonds monétaire africain était déjà à Yaoundé. Et si le site est là, ça veut dire que le président Biya s'est investi personnellement là-dessus. Et quand vous venez, il y a un conflit où la responsabilité quand même d'une nation est établie, notamment en Ukraine, et que vous estimez que toute la planète va se mettre à genoux pour vous supporter, ça fait quand même un peu mal au cœur. Parce qu'en réalité, même les questions de sécurité dont nous parlons en dehors de l'aspect économique, les questions de sécurité sur le continent africain, pratiquement dans la zone sahélienne, sont beaucoup plus liées à la destruction du pouvoir libyen. Parce que tous les armes qui étaient dans les arsenaux se sont déversées. Donc nous-mêmes au Cameroun, on en a souffert et on continue de souffrir, puisque Boko Haram continue encore de sévir dans le nord Cameroun. Donc dans un contexte comme celui-là, quand vous lui dites de prendre position pour être proche de vous et de condamner la Russie, vous dites mais non, c'est pas sérieux. Parce que la Russie ne fait pas pire que ce que vous avez fait. Chez nous, il y a cela à peine quelques temps. Et pour cela, il y a des cas d'école. Si on regarde rien qu'en Côte d'Ivoire, vous avez pris des hommes pour aller dans un palais présidentiel, enlever un chef d'État pour remettre notre personne. Est-ce que les nations européennes de chez vous ont condamné cela? Donc, si Emmanuel Macron creusait ça comme une certaine forme d'hypocrisie, je dirais non, c'est même pas une forme d'hypocrisie, puisqu'en fait, jusque là-bas,
Et le chef d'État camerounais et d'autres leaders sur le continent africain ont gardé une certaine diplomatie. Oui. N'oubliez pas que le président Sarkozy avait appelé à tuer Kadhafi, mais ça ne se fait pas. Oui. N'oubliez pas que ces gars qui sont en train de parler, ils ont appelé à tuer Poutine. Jusque sur les plateaux de télévision. Des journalistes, des militaires disent de tuer Poutine. Mais c'est de la sorcellerie. Ça ne se voit pas chez les gens civilisés. On n'appelle même pas à tuer un individu. Même quand quelqu'un est fautif, on applique juste la loi. Je lui ai dit, mais quand on avait des gens comme ça, moi je pense que le président est très diplomate. Dans beaucoup de cas, vous savez, les sorties du président hongrois qui est membre de l'Union européenne, même dans le cercle rapproché des Européens. Vous avez vu comment Mario Draghi perd le pouvoir en Italie, comment Johnson perd le pouvoir en Angleterre, parce que les gens ne supportent pas ce nombre de choses. Mais quand vous venez sur le continent africain, que vous estimez que l'on va supporter cela, je pense que le président a pris une position qui est la position officielle du Cameroun, qui est la position officielle de beaucoup d'États africains et qui est l'intrinsèque africain. Parce qu'aujourd'hui, tout démontre clairement que, je crois, je ne sais pas, c'est Sergei Shoigu ou c'est qui a de la possibilité d'électrifier tout le continent africain. Pour cela, les Russes peuvent le faire avec des choses concrètes. Vous savez, ils ont créé des bateaux avec une petite centrale nucléaire. Ça dit, il suffit que le bateau s'arrime là-bas, il donne la lumière dans toute l'Afrique centrale avec eux. Il suffit d'avoir le combustible, le yellow cake, le combustible nucléaire. C'est des solutions qui sont prêtes. C'est-à-dire, ce n'est pas, il suffit qu'un bateau se déplace, alors que nous, on a mis des milliards dans des barrages, on a toujours des coupures. Ces milliards qu'on a fait avec ces gars, qui sont en train de nous dire de condamner la Russie et de les supporter. La Russie a des solutions simples dont nous avons besoin. Alors, on ne peut pas avoir un tissu industriel digne de ce nom si on n'a pas de l'énergie, surtout de l'énergie à bas prix. C'est où ils ont le problème, justement, pourquoi l'euro est en chute libre, puisque l'énergie est devenant extrêmement élevée, parce qu'en fait, l'euro est porté par l'industrie allemande. Et quand l'industrie allemande a des problèmes sérieux, vraiment, l'euro a des difficultés, ils sont pratiquement en chute libre par rapport au dollar, et que nous, le franc CFA, encore, nous en sommes victimes. Nous en sommes victimes. Nous sommes en train d'être pratiquement égal au dollar. Nous en sommes victimes. Donc, je vais dire, dans un contexte comme celui-là, le président bien a pris une bonne posture. Puis, il faut bien comprendre, il n'a pas condamné l'Ukraine. Il a dit une cessation des hostilités, de mettre de côté la confrontation et voir dans quelle mesure ça soit pour trouver. Je vois rien de méchant dans ce qu'il a dit. Merci, docteur Ngudjou. Donnons la parole à nos téléspectateurs. 2 minutes chacun et on en prend un maximum. Et donc, Delphin, depuis Gitega au Burundi. Alors, le plus camerounais de tous les Burundais, Delphin, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Je suis particulièrement heureux d'arriver aujourd'hui au Standard, dans cette seconde maison qu'est For You Media. Je transmets mes salutations aux frères que tu as invités. Je suis ravi de leurs prestations. Je vais simplement, moi, insister sur un point qui me touche particulièrement. Vous n'imaginez pas quelle a été ma joie de voir que c'était votre Premier ministre qui est allé accueillir ce nain géopolitique venant de l'Élysée. Pour reprendre la brillante analyse en communication de mon frère d'Alvarez Ngudjou, j'aimerais bien que les uns et les autres au Cameroun m'entendent. Pour nous, quand on vous voit, nous qui sommes en dehors de la zone CFA, donc les Burundais, les Algériens, les Éthiopiens, nous avons passé des décennies à voir tous ces nains géopolitiques-là, Macron et ses prédécesseurs, arriver dans vos pays, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, comme s'ils étaient dans un hôtel, dans la suite présidentielle d'un hôtel. Et là, hier soir, nous avons vu un de ces nains géopolitiques accueilli conformément à ses vraies dimensions. La France n'a jamais été une grande puissance, ou plutôt jusqu'en 1815, date à laquelle toute la communauté internationale, s'il fallait que je reprenne leurs mots, la communauté internationale européenne de l'époque s'est dressée contre Napoléon Ier. À partir de là, la puissance absolue de la France a été anéantie. Par la suite, De Gaulle a pu faire une sorte d'illusion qui a parfaitement pris, parce qu'elle a quand même duré 70 ans, à travers la France-Afrique. Donc, voir que M. Biya ne s'est pas déplacé, ça montre des signes. Ceux qui sont enracinés en géopolitique et en géostratégie m'entendent et me comprennent parfaitement. C'est magnifique. Continuez sur cette lancée
Et pour le reste, des frères éminents camerounais se sont succédés tout au long de cette journée. Je fais un clin d'œil à mon frère Ndam, mon frère Ella, mon frère Dominique Yamtimba, jusqu'à ceux qui sont là ce soir. Ils ont dit ce qu'il fallait dire. Et franchement, vous m'avez fait me sentir bien. Je suis effectivement, comme l'a dit Bachir, le plus camerounais des Burundais. Et j'en suis fier. Donc, For You Media, une fois de plus, allons de l'avant, on est ensemble. Allons de l'avant, très cher Delphin Mouyompondo. Et nous restons au téléphone avec Ken. Il nous appelle du Cameroun. Bonsoir Ken. Idem à tes invités. Merci. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Si certains Africains se sont jusqu'ici montrés sceptiques par rapport à la nature discourtoise, infâme et incorrigible de la France, alors tout le monde vient d'en avoir la confirmation au cours de cette conférence de presse au Palais de l'Unité à Yaoundé. La France ne changera jamais. Elle ose traiter les Africains d'hypocrites parce qu'ils reconnaissent qu'en Ukraine, c'est une opération militaire spéciale et non une guerre. Elle ose aussi les qualifier de naïfs parce qu'ils sont en partenariat avec le digne partenaire étatique qu'est la Russie, dont elle continue à qualifier les braves instructeurs militaires russes de mercenaires Wagner. Elle a aussi osé réprimander le gouvernement d'Assimi Goïta et celui du professeur Faustin Archange Touadéra parce qu'ils ont ouvert la porte de leur pays aux partenaires étatiques russes. Après la énième bassesse de la France qu'on vient de vivre au Palais de l'Unité à Yaoundé, il n'y a que des Africains dont l'aliénation est incurable qui peuvent continuer à croire que la France est un digne partenaire étatique pour l'Afrique. On se moque forcément de soi-même en croyant se moquer d'un digne et valeureux patriarche comme le président Paul Biya, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la certitude d'atteindre son âge. Voilà, je crois que c'était là où voulait s'arrêter notre ami Ken pour cette autre contribution. Eh bien, le standard reste ouvert. Vous appelez quand vous voulez. Pendant ce temps, je voudrais quand même revenir un tout petit peu vers vous, très cher Jonathan Batenguene. Il y a quand même la question du contentieux historique qui a été évoquée d'une certaine manière, notamment la colonisation. Et Emmanuel Macron a donné, en tout cas si je l'ai bien entendu, la responsabilité quand même aux deux côtés, demandant aux historiens à la fois français et camerounais de se mettre à la tâche. Pendant ce temps, ils verraient dans quelle mesure, ils appellent ça quoi, lever, ouvrir les archives, c'est ça? C'est intéressant d'entendre ce genre de solutions, mais ça, ce n'est pas des solutions véritables. Une commission d'historiens, ça ne résout pas un contentieux historique. C'est un travail de mémoire. Les historiens vont davantage creuser la mémoire. C'est vrai que c'est très important parce que il faut qu'on sache quelle a été l'étendue de la barbarie expérimentée sur les terres camerounaises. Il faut qu'on sache également qui sont les donneurs d'ordre. Mais le véritable élément qui pourrait montrer que la France est sur le pas d'une réconciliation historique, c'est la question véritable des procès qui ont été réalisés contre, des procès injustes qui ont été réalisés contre les leaders indépendantistes. C'est la question de l'indemnisation de toutes les victimes des violences barbares au Cameroun, du fait de la répression engagée par le régime français. Et ces actions-là ne peuvent être réalisées que dans le cadre de l'établissement d'une commission, qui n'est pas simplement une commission constituée d'historiens, mais d'une commission qui devra tabler sur les crimes de guerre de la France, des crimes contre l'humanité de la France au Cameroun. Il faut que la France ait le courage de venir au Cameroun, non pas dans la posture de dire on va faire une commission, on n'est pas demandé un travail pédagogique ou didactique. On ne veut pas que constituer les faits de la mémoire. C'est bien pour la mémoire. Mais il faut, comme Nuremberg, qu'une commission
soit faite, une commission soit constituée, et cette commission devra tabler sur les crimes contre l'humanité réalisés au Cameroun avec le concours de la France. Et que ces crimes contre l'humanité donnent droit à des situations de réparation. Parce qu'il y a, voyez-vous Bachir, il y a des villages entiers qui ont été déplacés dans la forêt équatoriale, qui ont été relocalisés avec les conséquences que cela a pu causer. Il y a des villages entiers, des peuples qui ont été coupés de leur famille du fait de cette répression. Et ça ne peut pas être simplement le fait de l'histoire. Il faut réparer cela. Il faut donner à ces familles la capacité de sentir qu'elles font le deuil de leurs membres. C'est une véritable commission sur les crimes qui doit être, les crimes contre l'humanité au Cameroun qui doit être ouverte. Est-ce que la France est disposée à ça? Le deuxième, on ne demande pas si la France... Mais, Bachir, vous croyez que Macron respectait le président pour la façon on lui a demandé classées du côté de la France, très cher Jonathan Batengene. C'est eux qui ont dit qu'ils déclassifiaient les archives. Oui. Qu'ils créent donc, au lieu d'une commission d'historiens, le travail des historiens viendra après, ou bien il peut être concomitant, mais qu'ils créent une commission qui devra tabler sur les crimes de la France, des crimes contre l'humanité commis au Cameroun. Et donc, le deuxième élément, oui, demander pardon. Ils doivent demander pardon aux victimes des crimes de la France au Cameroun. Et quand nous parlons de ces crimes-là, ce n'est pas seulement les crimes qui datent de la période de l'indépendance. C'est les crimes qui ont été perpétués durant toute la période de domination française, c'est-à-dire qui part de 1916 jusqu'à 1971. Les crimes commis durant cette période. Ils doivent pouvoir tabler là-dessus et réparer. Quand on parle de réparation, ils savent de quoi il s'agit, et demander pardon. Si le peuple français, le gouvernement français est incapable de réaliser ces actes, le travail d'historien devient un travail folklorique. Oui. Parce que ce travail constitue la mémoire pour la lecture, pour passer notre travail dans la littérature. Ce qui est bien parce que les générations futures vont se souvenir que ça s'est passé, mais seulement le contentieux ne sera pas vidé. Il sera pendant. Il faut donc le vider. Il faut que la France procède à une demande de pardon et procède à la réparation des victimes. On parle de plus d'1 million de personnes qui ont été tuées au Cameroun. Donc c'est un travail de fond qui doit être mené au sein d'une commission qui devra tabler sur les crimes de guerre. Merci à vous, Jonathan Batengene. On va prendre deux derniers appels. Je vois Lamine Diop et je vois Justin de la Côte d'Ivoire. D'accord. Prenons donc Lamine Diop. On commence par lui avant de faire le dernier tour de table. Lamine Diop, bien le bonsoir depuis Genève. Participant à ces thématiques. Écoutez, Bachir, la visite de Macron reflète quelque chose qui est le bloc occidental est au pied du mur. Mais la France est encore plus au pied du mur que les autres membres du bloc. La France n'a plus les moyens de satisfaire sa politique étrangère en Afrique noire, malgré qu'elle tient toujours l'Afrique noire francophone d'une poigne de fer. Et là-dessus, je voudrais réagir. Paradoxalement, l'idée selon laquelle il faut brandir que la France est un nain géopolitique auprès de la galaxie d'Afrique noire francophone, là-dessus, je suis désolé, moi je pense exactement le contraire. Je pense que nous sommes encore une communauté dans laquelle le degré de maturité de nos concitoyens est très marginalisé. Et la réalité est toujours là, il faut l'accepter en la regardant des deux manières, malgré que la France est affaiblie, comme je viens de l'évoquer. Mais je pense que sur cet aspect de dire une contre-vérité pour se satisfaire, pour satisfaire notre propre ego, nous pousse à croire que nous conscientisons dans le mauvais sens nos frères. C'est mon avis. Après tout, je peux me tromper. Parce qu'au fond, les panafricains patriotes n'ont pas très bien compris ou n'ont pas voulu comprendre les règles du club. On n'insulte pas ou on minimise pas des gens à qui nous sommes régis par ces systèmes économiques, financiers, monétaires, politiques, culturels, juridiques et même cadastrales. Or, ce qu'ils font tous, la majorité, dans ce sens-là. Et puis,
On ne peut pas se permettre, justement, dans cette conscientisation de masse, on ne peut pas se permettre de brandir en permanence l'argument selon lequel la France est un enjeu politique, comme le disent souvent mon frère Delphon ou Batengene. Certes, c'est un enjeu politique, je confirme, face aux Américains, face aux Asiatiques, face au Moyen-Orient, face à la Russie, face à l'Afrique du Nord, face même à l'Afrique anglophone, mais surtout pas face à l'Afrique noire francophone. Que nous défendons au quotidien, là, sur ce plateau. Parce que ça n'a pas de sens de le dire. C'est loin d'être la réalité, même si le Mali tempeste ou bougonne. Certes, mais encore le Mali est régi par les lois françaises éducationnellement, organisationnellement, institutionnellement, monétairement, économiquement, linguistiquement, etc. Il faut tenir compte de tout ça. Si nous voulons conscientiser efficacement nos frères et sœurs, bien sûr. Alors, si nous comptons apporter notre part à l'édifice à propos de cette conscientisation de masse désormais actée, il faut mener cette capacité d'accepter que nous avons une réalité en face de nous qui est la France néocolonialiste, qui nous domine avec une poigne de fer. Et globalement, c'est le cas. Et non être dans un déni de réalité, ce n'est pas que nous sommes dans un déni de réalité, que la réalité est disparue. La réalité est toujours là, il faut l'accepter, il faut la travailler, il faut se remettre en cause, il faut s'investir, il faut être sincère, il faut la pureté. Il n'y aura pas de problème si notre démarche va dans ce sens-là. On fouettera la subconscience de nos concitoyens. Et je finis par là, mon cher Bachir, parce que la confrontation des idées et des volontés crée du stress. Mais le stress, c'est aussi une opportunité de fabriquer la communion, ce dont il nous manque dans notre communauté pour gagner définitivement contre la France. Merci, belle fin d'émission, bientôt. Également, très cher Lamine Diop. Et le dernier appelant, c'est Justin, depuis la Côte d'Ivoire. Justin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à Foyou TV. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Foyou TV. Bonsoir à l'Afrique. Bonsoir à toi, mon frère. Bachir Ladan. Je vois Jonathan, le docteur d'Alvaris Ngoudjou, que je salue là-bas sur le plateau. Je suis très heureux de le voir. Et concernant le débat de ce soir, c'est Bachir, j'aimerais poser une question primordiale. Le Cameroun n'est-il plus une dictature en Afrique? C'est étrange de voir le président Macron venir notamment comme un petit voleur au Cameroun. Le Cameroun est géré par un dictateur africain qui a passé 1000 ans au pouvoir. Les chaînes françaises, télévision comme radio, des journalistes français, ils viennent chercher quoi au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au Cameroun dans cette dictature-là? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Cameroun peut faire pour eux? Qu'est-ce que le peuple camerounais peut bien faire pour eux? La France, une puissance militaire et économique planétaire. Qu'est-ce que les Camerounais peuvent faire? Les Camerounais, ils ont quoi comme richesse? Ils ont quoi comme ressources? Ils ont quoi pour faire quelque chose pour la France? Bachir, tu sais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de voir le président français au Cameroun venir parler de partenariat, venir parler d'économie, venir parler des droits de l'homme, de tout et de tout. C'est un peu bizarre de voir cela. La France est une puissance militaire, la France est une puissance économique, mais qu'est-ce qu'elle vient faire au Cameroun? Le Cameroun est un pays pauvre. Qu'est-ce qu'elle vient faire au Cameroun? Je ne sais pas. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que la France vient faire au Cameroun. C'est trop tard, au fait. Ce n'est pas maintenant que le Français ou le président français va venir tourner. Ce n'est pas maintenant. Bachir, je t'informe que la France est en récession. Et bientôt, l'Allemagne sera en récession. À cause de la crise, à cause de la guerre que les pays de l'Union européenne ont fabriquée en Ukraine. Et la France cherche des moyens, des voies et moyens, des ressources pour combler le vide qu'elle-même a creusé dans sa propre maison. Moi, je ne tire aucune leçon de cette visite. C'est la même chose. C'est de venir lancer des discours politico-politiciens et repartir. Elle n'apportera rien. Ce n'est pas maintenant que la France et les dirigeants français tournent en Afrique.
Depuis 1900, les Français ont pris plus de la moitié de l'Afrique. Ce n'est pas maintenant. La France ne pourra rien apporter au Cameroun, ni aux autres pays. Elle ne pourra rien apporter. Je vous remercie. Merci à vous également, très cher Justin, depuis la Côte d'Ivoire. Plus que 3 minutes et on donnera donc 1 minute à chacun de nos invités. Commençons par Issa Diawara du côté de Kati au Mali. Issa Diawara, votre pays, vous l'avez bien suivi, n'a pas échappé quand même à Emmanuel Macron, bien qu'il soit en terre camerounaise. Oui, non, ça ne nous échappe pas. La France nous suit, nous suivons aussi la France. Nous sommes dans une guerre et cette guerre se joue à tous les niveaux. D'ailleurs, juste un mot, parce que j'ai juste 2 minutes, par rapport à ce que mon frère Jonathan a dit, c'est vrai, je soutiens cela. Une commission, je ne sais pas pourquoi, écrire l'histoire. J'aimerais simplement dire que l'épervier ne doit pas participer à l'écriture de l'histoire avec le poussin. Donc ça ne passe pas. Tout comme les chiens ne doivent pas être là quand on écrit une histoire qui concerne les souris. Donc ça ne passe pas. On ne peut pas écrire une histoire avec l'agresseur. L'agresseur et l'agressé, ça ne va pas. Et ensuite, moi, je pense qu'il faudrait plutôt voir, parce que ce qui s'est passé au Cameroun, comme un peu partout en Afrique, ce sont des génocides. Ce sont des génocides. En Turquie ou autre, ils crient au génocide. Mais ici, en Afrique, chaque pays africain a eu son lot de génocides. Ce sont des génocides. Pas plus, pas moins. Si nous n'avons pas été, si nous ne sommes pas des peuples noirs, je ne crois pas qu'on allait être colonisés de la sorte. Il y a eu la colonisation partout dans le monde. Mais en Afrique subsaharienne, ça a été très brutal. Donc c'est un génocide, c'est parce que nous sommes noirs, c'est parce que nous sommes en Afrique. Et ensuite, il faudra voir maintenant comment dédommager ces Camerounais et combien la France est prête à payer par tête, puisque c'est plus d'1 million de Camerounais. C'est plus qu'un génocide. Au moment où le Cameroun ne faisait pas 10 millions d'habitants, vous tuez plus d'1 million de personnes. Ça veut dire quoi? Plus d'un dixième du pays a été massacré. Même chose qu'ils ont fait. Ils détruisent l'Afrique, ces gens-là. Maintenant, comment dédommager? Combien sont-ils prêts à verser au Cameroun pour chaque tête? En tout cas, ensuite, il faudrait voir comment obtenir ces fonds. Si la France dit ne pas avoir de moyens, mais les dettes sont là, nous pouvons tout simplement confisquer les dettes, parce que la France fait croire que nous avons des dettes. Donc, nous confisquons les dettes. Et pour terminer cette lutte, il n'y a pas que le Cameroun qui doit être dédommagé vers le Mali, c'est toute l'Afrique qui a connu cette colonisation. Maintenant, comment faire, nous, notre lutte, notre combat, nous, panafricains, c'est comment faire pour obliger les dirigeants africains à parler d'une même voix contre ces agresseurs, comment les obliger à demander des excuses publiques et à demander des dédommagements, comment obliger les dirigeants africains à aller récupérer ce qui nous appartient, parce que nous avons été pillés pour construire l'Occident. Maintenant, comment nous remettre ce qui nous appartient à défaut, comment trouver un plan stratégique à partir duquel l'Occident doit nous rembourser, même si c'est un plan qui va s'étaler sur 10 ans, sur 20 ans, comment l'Occident va nous rembourser pour contribuer, bien sûr, à la reconstruction de l'Afrique. Je salue tout le monde. Merci beaucoup. Arissa, on a bien aimé l'expression, la France vous suit et vous suivez la France aussi partout. Eh bien, Dr Ngudjou, le Cameroun a-t-il tiré son épingle du jeu? Dans cet exercice, en tout cas, nous étions quand même aux yeux du monde, tout le monde avait le regard arrivé, qu'est-ce qui va se passer, comment le Cameroun va s'en sortir? Dans tous les cas, nous sommes difficilement dans une situation de preuve de force. Nous sommes entre 2 États et chaque État défend ses intérêts. Mais quand même, de prime abord, si on ne s'attaque à ce qu'on en a vu, on a comme l'impression que le président bien a pris quand même beaucoup de hauteur par rapport à ses autres. Mais maintenant, notons quand même que nous sommes... la situation économique française est en chute libre. Elle était premier client du Cameroun. Elle est actuellement 7e, pratiquement derrière les Pays-Bas, derrière l'Italie, derrière la Chine. Et ça, ce sont des signes. Et en tant que fournisseur, elle n'est plus premier fournisseur comme elle était. 40% du PIB en 1990, aujourd'hui tombe à 10% des entreprises françaises. Ça montre une chute libre. Mais ce n'est pas dit qu'on veut du mal aux entreprises françaises, car il y a des Camerounais qui y travaillent. Nous voulons seulement qu'ils traitent
nos États d'égal à égal, qu'ils traitent nos citoyens d'égal à égal, qu'ils investissent dans la nation. Car c'est en créant des emplois, c'est en payant des impôts que l'État peut pouvoir faire face à ses responsabilités. Et tout cela peut bien se faire si, parce qu'il faut bien comprendre, le président Biya et le gouvernement camerounais ne rompent pas les relations, mais ne veut pas que les relations avec la France soient mal, mais est en train de diversifier, comme il avait dit la dernière fois lors de la visite du président Hollande. Les Chinois ne prennent rien à personne. En d'autres termes, il y a un marché qui est grand. Si vous investissez, vous pouvez gagner. Donc, ce que je pense, c'est que le Cameroun et la France peuvent marcher main dans la main, mais ce serait dans les intérêts gagnant-gagnant, sans qu'il y ait un marché de Dieu. Merci à vous, docteur Goudjou. Jonathan Batengene, on me fait savoir qu'on n'a plus que 10 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? La France, nous disions ici que la France, rien que le fait d'atterrir à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, le président Macron venait il venait goûter à l'échec, au déclin de la France. Je crois que maintenant tout est clair. Ce déclin est désormais 100 fois plus accéléré. La France, à partir de ce soir, vous verrez, Bachir, dès demain, on parlera de la France différemment. La France est en train de tomber. Ce qui s'est passé à Yaoundé, ce n'était que la face visible de ce qui s'est déjà tramé en Afrique. Merci Jonathan Batengene, docteur Dalvaris Goudjou, Issa Diawara et à tous ceux qui nous ont appelés. Vous l'avez compris donc. Le programme se poursuit sur les antennes de Foyo Média. Vous retrouverez un foot dédié tout à l'heure pour le grand journal de 20h. Bonne suite.